Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité est Jayang Jinpa. C'est un moine tibétain qui a fui le Tibet il y a une quinzaine d'années, qui vit en exil en Inde comme le chef spirituel des Tibétains, le Dalai Lama. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir accordé l'opportunité de me présenter, de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Alors, vous avez participé en 2008 à des manifestations en faveur du Dalai Lama, en faveur du Tibet. Vous avez aussi participé à une manifestation devant des journalistes étrangers. Et suite à ça, vous avez senti qu'il fallait partir. Vous êtes parti en exil en Inde. Racontez-nous ce qui s'est passé à l'époque. Oui. En 2007, Sa Sainteté le Dalai Lama a reçu la médaille d'or du Congrès américain. Nous avons allumé des pétards pour célébrer cette occasion. En 2008, il y a eu des manifestations partout dans le Tibet. Le 14 et 15 mars 2028 à Labrantashiki, j'ai participé à la manifestation. Lorsque j'ai participé, j'ai pensé que j'ai failli y mourir parce que c'était d'une violence inouïe. Je ne pouvais plus vivre sous l'oppression chinoise. La répression chinoise prenait sous forme de torture, de violence envers les Tibétains. Ne supportant plus cette situation, j'ai pris la décision de mener une action politique pour préserver la culture et la langue tibétaine, ainsi que exiger le retour de Sa Sainteté le Dalai Lama au Tibet. Avec cet état d'esprit, j'ai mené une action politique en 2008. Et donc, avec l'aide de mes autres confrères moines, nous avons organisé cette manifestation. Suite à la manifestation, 2 personnes sont mortes, ainsi que d'autres personnes qui ont été arrêtées. Suite à la manifestation, je me suis caché dans les montagnes durant 1 an. J'ai fait face à énormément de difficultés parce que les conditions climatiques étaient extrêmement dures et n'ayant pas accès aux soins nécessaires, je suis tombée très malade et j'étais physiquement très démunie. Et vous avez fini donc par arriver en Inde où vous vivez en exil depuis maintenant 15 ans. Oui, c'est cela. J'ai eu la chance d'avoir réussi à fuir. Suite à l'action politique que j'ai menée, j'étais persuadée que j'allais soit finir en prison ou y mourir. L'oppression chinoise est telle que, suite à l'action politique qu'on mène, nous sommes au courant que nous y laissons notre vie et nous sommes prêts à faire ce sacrifice. Donc, prendre la fuite était la seule solution. Alors, depuis votre fuite, depuis 2009, il y a eu peu de mouvements de protestation au Tibet, sans doute en raison de la répression très dure du régime chinois. Mais ce qu'on a vu, c'est des auto-immolations, c'est-à-dire des Tibétains qui décident de prendre leur vie pour symboliser la lutte. Je pense que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, y compris dans votre cercle familial très proche. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui. Avant, nous avons eu la chance de participer à des manifestations en 2008. Après cela, la répression est telle que nous ne pouvons plus faire ces manifestations. Donc la résistance a changé de forme. Je suis personnellement touchée par ce drame d'auto-immolation. Mon neveu, Sangye Chashi, âgé de 18 ans, s'est auto-immolé en 2012.
Il s'est immolé le 27 novembre 2012. Ma tante maternelle, que je la considère comme une maman, s'est auto-immolée également en 2015, en fait, le 27 août. Et tous deux appelaient en fait au retour de sa sainteté le Dalai Lama au Tibet, ainsi que la libération de tous les prisonniers politiques. Si je peux rajouter un autre point, pour œuvrer de manifester de façon non violente et pacifique, pour que vous vous rendiez compte, 157 cas d'auto-immolation ont été répertoriés en fait à l'intérieur du Tibet. Ces 157 cas, chez 6 millions de Tibétains, équivaudraient à 30 à 40 000 cas d'auto-immolation dans la population chinoise de 1,4 milliard. Cela illustre l'ampleur et la gravité du problème dans la communauté tibétaine. Et toutes ces personnes qui ont, au péril de leur vie, sacrifié et se sont immolées par le feu, revendiquaient en fait la paix dans le monde et également avaient des revendications sur l'écologie. Alors, je vais en venir à la situation aujourd'hui. Le Tibet, sous Xi Jinping, on parle de surveillance très forte, policière, digitale. Il paraît que la Chine contrôle également la scolarisation des enfants par une politique d'assimilation, de sinisation forcée. Est-ce que le Tibet est en train de perdre son identité et est-ce que la Chine est en train de gagner ce qu'elle veut, à savoir l'assimilation totale du Tibet dans la Chine? Oui, c'est une situation qui est très urgente. Avant, les Tibétains pouvaient en fait recevoir une éducation via la langue tibétaine, mais à partir de 2008, la Chine a changé de politique. Et après ce virage, il y a plus d'1 million d'enfants tibétains qui sont de force internés dans des internats coloniaux et qui sont uniquement enseignés par le biais de la langue chinoise, dans le but d'effacer complètement l'identité, la culture tibétaine. Et cette répression est particulièrement violente sous la dictature de Xi Jinping. Est-ce que ça veut dire que le Tibet a perdu tout espoir d'autonomie? On sait que c'est la voie prônée par le Dalai Lama, ou même d'indépendance. On sait que les jeunes, notamment, sont impatients, ils pensent que ça ne va pas marcher. Est-ce que la Chine a gagné? Il est difficile d'avouer qu'il n'y a plus aucun espoir sur la cause tibétaine. Le peuple tibétain adhère en fait au chemin du milieu, le Umelam. S'il y a des changements au sein de la politique chinoise, on peut espérer des changements positifs. Ce que je me rends compte, c'est que la Chine attend en fait la fin du Dalai Lama en fait, pour redoubler en intensité de répression. Je suis attristé de constater la situation actuelle. Car la Chine mène une campagne active en fait pour séparer, mène une campagne en fait de discrédit pour séparer complètement en fait le peuple chinois et tibétain. Et j'estime qu'il est important de en fait condamner les agissements concernant cette campagne mensongère orchestrée par le gouvernement chinois. Alors, le Dalai Lama, on en parlait, hein, il aura bientôt 90 ans, hein, il n'a plus de fonction politique depuis 2011. Il a annoncé que son successeur devra naître dans un pays libre, pas en Chine. On sait évidemment que le régime chinois a d'autres objectifs. Que va-t-il se passer si, comme c'est prévisible, la Chine décide de nommer son successeur? Que va-t-il se passer au Tibet?
Concernant sa sainteté le Dalai Lama, sa prochaine réincarnation, sa prochaine réincarnation sera en fait dans les mains, sous la responsabilité des Tibétains, ça c'est très clair. Et j'estime qu'il est important que nous les Tibétains nous activons et ne perdons pas en fait d'espoir. Nous redoublons d'efforts pour maintenir en fait notre lien avec la réincarnation, la prochaine réincarnation. Je pense qu'il est important de ne pas de faire en sorte que le gouvernement chinois n'intervienne pas en fait dans la désignation de la prochaine réincarnation de sa sainteté, le Dalai Lama. Il faut penser vraiment à long terme, c'est nécessaire. Dernière question, vous êtes parti donc de chez vous il y a 15 ans. Est-ce que vous espérez y retourner bientôt ou est-ce que vous avez perdu cet espoir? Oui, j'ai beaucoup espoir en fait à retourner au Tibet. C'est l'un de mes plus grands espoirs et souhaits. Parce que depuis ma fuite en 2009, il est extrêmement difficile de prendre contact avec ma famille qui est restée au Tibet. Je n'ai pas eu l'occasion de tout vous raconter, de partager avec vous dans le détail, mais je souhaite effectivement retourner au Tibet. Jayang Jinpa, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette édition d'En Tête à Tête sur nos antennes.